Bonjour à tous. On a maintenant Pamela qui vient de se joindre. Bonjour Pamela. Bonjour. Super, excellent. On va attendre encore un petit 30 à 60 secondes, suivant quoi on va pouvoir démarrer le webinaire sans plus attendre. Sachez que le webinaire aujourd'hui est enregistré, vous sera envoyé par la suite dans les prochaines heures, de même qu'un sondage pour valider votre opinion de la qualité du webinaire d'aujourd'hui. Donc, on a des très bons invités, très pertinents. Je suis convaincu que vous allez passer un bon moment avec nous, que vous allez ressortir avec des nouveaux apprentissages. Donc, ça va être à valeur ajoutée. Donc, on va commencer sous peu. J'en profite pour vous mentionner pendant ce moment d'attente, dans le chat, aujourd'hui, j'ai ajouté le lien vers le prochain webinaire qui aura lieu le 21 mars prochain sur la culture au service de la performance. Donc, je vous invite à consulter le lien, aller voir le contenu. Si ça vous plaît, vous êtes les bienvenus. Donc, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Parlant du chat, aujourd'hui, n'hésitez pas, vous pouvez soumettre vos questions sur le chat ou encore dans le volet Q&A. On va s'assurer d'y répondre. Si ce n'est pas en cours de route, on va se garder un petit moment à la fin pour couvrir l'entièreté de vos questions. Donc, allons-y, sans plus tarder. Donc, les tendances RH pour 2024, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le webinaire est une présentation de Fox RH, une compagnie québécoise en logiciel RH pour simplifier la vie des PME canadiennes et une présentation également de GoRH, qui est une firme de consultants experts en ressources humaines au Québec avec plus de 130 professionnels. Donc, Pamela est cofondatrice de GoRH, également présidente de UniPAE. UniPAE qui est un programme d'aide aux employés fièrement québécois. Donc, je vous invite à aller visiter le site web pour en savoir davantage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, prochain webinaire, 21 mars, midi à midi 45, la culture au service de la performance. On va avoir un invité spécial d'Abscons.io qui est Axel Orest, qui va parler entre autres de la culture spécifiquement pour les milléniaux, les Gen Z. Comment s'assurer que vous avez une culture vibrante pour cette nouvelle génération de travailleurs. Donc, c'est mon moment d'infopub. Après ça, bien évidemment, on va se lancer avec la présentation des invités et dans le contenu. La mission de Fox RH, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aider les PME canadiennes à évoluer vers un département RH performant grâce à des solutions technologiques simples, intégrées et flexibles. On est maintenant partout au Canada, plus de 1200 clients. On gère au-delà de 125 000 dossiers employés. Et on a annoncé avec beaucoup de fierté un financement de 4,5 millions de dollars en provenance de deux grands investisseurs institutionnels qui sont la BDC Capital et Desjardins Capital un peu plus tôt cette semaine. Donc, ça va nous permettre d'arriver avec des nouvelles fonctionnalités, une solution encore plus intéressante pour les professionnels RH avec beaucoup d'automatisation, des économies de temps, bien évidemment. Donc, au niveau de l'agenda aujourd'hui, on va parler spécifiquement de 6 grandes tendances. Et sans plus tarder, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous poser la question, parmi ces tendances-là, quelles sont mais je vais enclencher à ce moment-là directement un petit sondage, donc vous le voyez à l'écran. Parmi les tendances RH suivantes, sur laquelle investirez-vous le plus d'efforts en 2024? Donc, je vous invite à y répondre. On va attendre quelques secondes que tout le monde ait répondu et je vais vous partager évidemment les résultats immédiatement après. Donc, on a bientôt 80 réponses. Merci pour votre participation en grand nombre, taux de participation qui est excellent, qui avoisine les 80. Donc, si ça continue de monter, on va attendre encore quelques instants. On va avoir trois petits sondages comme ça au courant du webinaire d'aujourd'hui.
et les résultats vont être intéressants à partager, évidemment, avec tout le monde. Donc, je vous laisse encore un petit 5 secondes et suite de quoi on va clore le sondage. Et c'est parfait. Donc, je vous partage les résultats. Au premier rang, on a le développement des compétences. Ça tombe bien, on va commencer avec ça aujourd'hui. Au deuxième rang, l'expérience employée. Donc, on va terminer la présentation avec ce sujet-là. Et santé mieux-être au troisième rang, super intéressant. On voit que techno-RH, intelligence artificielle, diversité, inclusion sont quand même des sujets pertinents. Donc, heureusement, on n'a pas de 0%, ce qui est parfait. Mes présentateurs participants aujourd'hui, Pamela Bérubé. Pamela, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Super. Et on a Alexis Clich également. Alexis qui est représentant senior en solutions RH, c'est chez Fox RH, un passionné de technologie, donc depuis plusieurs années, passionné d'intelligence artificielle, de crypto-monnaie, donc un large éventail de connaissances. Et il va se faire un plaisir de vous donner des exemples concrets, pratiques, d'amener plus loin vos connaissances à ce niveau-là. De mon côté, Stéphane, directeur des ventes et partenariats du côté de Fox RH, présent dans l'univers des technologies des PME depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, c'est avec plaisir que je vais animer aujourd'hui le webinaire. Donc, le développement des compétences, dis-moi, Pamela, pour quelles raisons aujourd'hui, en 2024, le développement des compétences est devenu un incontournable au sein des entreprises? En fait, comme tu le sais, on a eu de la difficulté à choisir 6 tendances parce que quand même, il y en avait beaucoup, mais je suis heureuse de constater que la première tendance, hein, c'est celle que les gens dans l'auditoire ont l'intention en 2024 de venir accorder beaucoup plus de temps et de priorité. Alors, pourquoi que le développement des compétences a été retenu dans l'une des tendances? Effectivement, on sait que depuis plusieurs années, on vit une rareté de main-d'œuvre. Donc, sans surprise, on postule parfois ou on affiche des postes et on a très peu de CV, hein, qu'on reçoit. Et ça nous oblige parfois d'embaucher des gens qui ont partiellement le profil recherché. Et donc, d'où l'importance en accueil-intégration de venir compléter finalement le processus avec des plans de développement individuel, avec de la formation beaucoup plus étoffée en entreprise et il y a un rôle d'éducation, hein, qui s'inscrit chez nos gestionnaires qu'on n'avait peut-être pas avant à avoir comme corde à notre arc. On sait que dans un des derniers sondages que je disais dernièrement, 75 des employeurs rapportent des difficultés de recrutement et trouvent difficile justement d'avoir des gens qui ont 100 des compétences recherchées. Dans un autre sondage, je t'amènerai à la slide suivante, on a 7 personnes sur 10 qui affirment que les opportunités de développement et de formation influencent leur décision de rester. Alors, on voit l'attractivité, hein, on veut bien rayonner, faire valoir en fait qu'on a de la formation en place dès l'accueil, mais aussi ce qu'on veut, c'est de fidéliser nos gens. Et puis là, ben, ce sondage-là nous indique que clairement, les gens ont un réel intérêt à se faire former dans l'organisation qu'ils ont finalement obtenu un emploi ou qui sont depuis plusieurs années. Autre statistique, mais plutôt constat, je dirais plus, on sait qu'il y a un besoin d'urgent de polyvalence. Encore là, je fais le lien avec la rareté de main-d'œuvre. C'est certain que parfois, on a une, deux, trois chaises vides et on doit peut-être partager certaines tâches, certaines fonctions avec de nos collègues. Donc, ça nous rend, hein, une polyvalence qui est encore plus urgente ici. On sait également que, bon, la jeune génération arrive dans nos milieux de travail de plus en plus. D'ailleurs, en 2024, cette année, c'est la première année où on a un petit peu moins de baby-boomers et un petit peu plus de milléniaux pour se rendre jusqu'en 2030-2032 où 75 de notre main-d'œuvre sera composée de générations, en fait, de la nouvelle génération qu'on va appeler aujourd'hui les milléniaux. Et ces gens-là veulent être impliqués, veulent être développés, veulent avoir une carrière. Donc, aujourd'hui, pour les employeurs qui sont dans la salle ou les professionnels RH, bien, c'est aujourd'hui maintenant, hein, qu'on doit mettre des dispositions en place pour être fin prêt à avoir des bons plans de développement et des bons programmes de formation à l'interne. Et évidemment, on a des baby boomers, pardon, qui vont quitter nos milieux de travail et on veut garder cette connaissance-là, ce savoir-faire-là, ce savoir qui sont un savoir organisationnel et encore faut-il planifier
planifier le transfert de ces connaissances-là. Il faut les développer, mais il faut aussi les transférer dans le contexte actuel. Donc, il faut dire que 2024, c'est une année où je pense que oui, la priorité peut être au niveau du développement des compétences. C'est intéressant parce que je vois ta statistique dans le bas. Un employé sur deux resterait plus longtemps chez son employeur si l'employeur investissait davantage dans le développement. Quand on y pense, c'est une pierre deux coups, hein, finalement. Donc, on investit dans notre employé, devient meilleur dans son rôle, devient plus efficace pour l'entreprise, puis en plus, il reste plus longtemps. Donc, pourquoi pas? À ce niveau-là, justement, pour arriver à mettre en place une belle culture de développement de compétences, de formation continue au sein des entreprises, euh, le mieux, est-ce que c'est de justement d'aller chercher l'aide d'une firme externe pour se faire accompagner? Est-ce que typiquement les professionnels RH, dans leur parcours de formation, dans leur développement continu, ils ont les outils pour arriver à mettre ça en place? Généralement, ce qu'on voit dans le milieu, dans le marché actuellement, c'est qu'on a des entreprises qui sont au balbutiement de mettre en place des initiatives. Donc, c'est pour chacun des postes d'identifier les compétences requises. Donc, ça peut être uniquement qu'on est rendu là cette année, on fait un bel inventaire de ce qui est nécessaire comme compétences dans chacun des postes et dans l'organisation. Alors que d'autres sont rendus un petit peu plus loin, ont déjà identifié les compétences, sont davantage à créer des plans de formation pour développer les compétences comme telles. Et on en a d'autres, là, quand même, qui sont assez avancés, qui sont même en train de développer des académies, des universités à l'intérieur de l'organisation avec des parcours de développement pour les différents corps de métier qu'ils ont dans l'organisation. Alors oui, il y a un inventaire quand même assez important de projets qui est potentiellement possible dans les entreprises. Puis évidemment, encore plus pour les entreprises qui sont éligibles ou du moins assujetties à la loi du 1%, c'est encore plus important pour eux de mettre en place des dispositions plus officielles et de mettre l'emphase sur leur culture apprenante. Intéressant. Puis c'est probablement une déformation professionnelle, mais étant dans l'univers des technologies, particulièrement des technologies RH, je pense immédiatement au Learning Management System, au LMS, qui peuvent être une belle avenue finalement pour créer de la gamification, faire en sorte que justement nos employés vont s'auto-former par le biais de petites formations au moment voulu, quand ça leur convient dans leur agenda d'être capable pour un gestionnaire de superviser ce développement-là en continu. Parlant de technologie, on ne peut pas passer sous silence l'intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est mieux connue sous le nom de ChatGPT, qui a vraiment démocratisé les connaissances. Donc, on est rendu en 2024 pratiquement dans l'ère Terminator pour les anciens. Avant d'aller avec Alexis, qui est un passionné, vous allez le voir, va vous transmettre sa passion aujourd'hui. J'aimerais savoir, on va déclencher justement un autre petit sondage par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, avez-vous déjà utilisé ChatGPT ou une autre intelligence artificielle dans le cadre de vos fonctions? Donc, pas à titre personnel, là, mais bien dans le cadre de votre travail, que ce soit pour la rédaction d'un courriel, pour l'interprétation d'un document de loi ou autre. Très curieux de vous entendre. Donc, merci encore pour le bon taux de participation. On a une audience qui est très participante aujourd'hui. On a donc, oui, 70% des personnes aujourd'hui qui ont déjà utilisé l'intelligence artificielle. Super, je laisse un petit 5 secondes et on va clore le sondage. Parfait. Fait que je pense qu'en grand nombre, il y a deux personnes sur trois qui ont utilisé une forme d'intelligence artificielle jusqu'à présent. C'est super. Alexis, parle-nous un petit peu d'intelligence artificielle en ressources humaines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on peut utiliser ça? Ben absolument. Ben, en fait, je pense que tu l'as très bien mentionné. L'intelligence artificielle, présentement, c'est vraiment le sujet d'actualité. C'est un train à pas manquer. Moi, j'aime bien dire que c'est une prochaine révolution industrielle d'une certaine façon. Puis, j'étais quand même
intéressés par le chiffre que tu viens de mentionner. Il y a quand même un 30% qui l'ont pas utilisé sans vouloir vous taper les doigts. Je pense que c'est important de commencer de plus en plus à l'utiliser parce que la grande majorité des organisations vont commencer à la mettre en place, puis ça peut vous amener à avoir un certain retard qui peut être difficile à rattraper par la suite. Pour vous aider à mieux comprendre un peu l'application de celle-ci, j'ai voulu vous donner peut-être quelques exemples. Par exemple, au niveau du recrutement, par exemple, pour le tri de CV, ça peut être super pertinent d'utiliser, par exemple, un outil de gestion de candidature, d'être capable d'extraire quand même une dizaine, une vingtaine de CV pertinents et des passer dans une intelligence artificielle pour pouvoir rechercher vraiment le candidat parfait qui correspond à vos critères de recherche au poste que vous souhaitez combler. Ce qu'on voit aussi, par exemple, au niveau du recrutement de plus en plus, c'est l'utilisation de chatbots sur les pages carrières. Donc, d'être capable d'utiliser une intelligence artificielle qui va venir gober un peu toute l'information que vous avez sur votre site web ou dans votre documentation interne pour répondre en instantané aux questions des candidats. Ça peut être super pertinent. Donc, le candidat, au lieu de fouiller à gauche, à droite sur votre site web, il pose des questions. Aussitôt, il y a des réponses, puis il peut savoir si oui ou non, il va vouloir appliquer chez lui, puis ça peut lui amener une bien meilleure expérience en tant que telle. Donc, c'est vraiment un outil, je trouve, fantastique que j'invite de plus en plus les organisations à mettre en place. Sinon, on en a parlé un petit peu précédemment, mais au niveau de la formation, l'intelligence artificielle peut vous aider à créer des programmes d'apprentissage personnalisés selon les objectifs de carrière des employés. Encore une fois, ça va passer par la data, les données. Donc, si on arrive à bien nourrir un outil d'intelligence artificielle avec tout ce que vous avez à l'interne au niveau de vos programmes de formation, au niveau des compétences que les employés ont actuellement, leurs objectifs de carrière, bien, ils vont être capables de vous donner des pistes de programmes de formation qui devraient suivre ou certaines choses que vous devriez mettre en place à ce niveau-là. On va avoir aussi au niveau de l'analyse des performances, donc de pouvoir détecter, ça fait suite un peu des besoins de formation pour des employés qui auraient, par exemple, sous-performé au courant de l'évaluation annuelle, donc par rapport à certains points où c'était un petit peu plus négatif, où il y avait besoin d'amélioration, mais encore là, ça pourrait vous donner un certain coup de main. Je vous dirais qu'il y a aussi au niveau les avantages de l'IA en RH, ben, c'est vraiment au niveau de l'efficacité accrue, donc d'automatiser des processus, d'éliminer des tâches répétitives, de vous donner des pistes de solutions. Puis surtout aussi, puis celui-ci, on l'oublie souvent, c'est la réduction des biais. Tu sais, on est des humains, on a des émotions. Donc, des fois, on ne prend pas toujours des actions qui sont les plus objectives en tant que telles. Donc, d'être capable de donner, par exemple, de l'information à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous donne un retour d'information qui est neutre. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train d'analyser des CV. Quand vous allez être rendu à 2, 3 CV, vous allez peut-être être neutre, rendu au 50e, vous n'aurez peut-être plus exactement la même vision. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Puis, comme je disais, d'avoir des décisions qui sont vraiment basées sur des données plutôt que des intuitions. Nous, en tant qu'humains, c'est souvent ce qui va nous arriver. Puis, des fois, on ne le voit pas parce qu'on a certains biais. Donc, ce que j'entends, Alexis, finalement, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour certaines tâches spécifiques dans le rôle RH. J'ai bien aimé ton exemple de l'analyse des CV. C'est certain qu'en tant qu'humain, on se fatigue après avoir lu 50, 75 CV, puis ben, on peut être perturbé par le cours de notre journée, les urgences qu'on a réglées, ce qui se passe à la maison, etc. Puis ça peut Absolument. avoir Absolument. Puis même si, par exemple, on a vu quelques très bons CV au début, puis après ça, c'est un peu moins de la qualité, mais ça se peut qu'on reste moins accroché et qu'on prenne moins bien le temps d'analyser ces CV-là parce qu'on est resté bogué ou stické sur le premier CV qu'on a vu, qu'on a trouvé incroyable, puis qu'on ne soit plus aussi objectif pour les suivants, par exemple. Fait qu'il faut s'en servir comme un outil. Ça remplace évidemment pas le professionnel RH. Absolument. Il y a des moments clés. Donc, en tout cas, à court terme, peut-être que je me commets un petit peu en disant ça, mais l'intelligence artificielle peut être vraiment intéressante pour des tâches à plus basse valeur ajoutée. Puis après ça, on vient rajouter notre couche de compréhension puis de complexité. Mhm. Euh, Tu parlais de CV, analyse de CV. Moi, automatiquement, ce qui me saute à la tête, c'est si je téléverse des CV dans une forme d'intelligence artificielle, comment je peux m'assurer que cette information-là ne se retrouve pas à des endroits inusités, que ça ne vienne pas ternir mon entreprise, justement, qu'il n'y ait pas une fuite d'informations. C'est quand même Très bonne sensible. question. Très Et bonne question. Mais en fait, souvent, on pense à ChatGPT qui est en ligne, qui est sur le web. On pense aussi à la loi 25 qui nous amène certaines obligations, mais on oublie qu'il y a des intelligences artificielles maintenant qui sont disponibles en open source, qu'on peut directement installer sur notre ordinateur. Je pense par exemple à Llama qui a été développé par Meta, qui est le propriétaire de Facebook en tant que tel.
qui sont des outils des fois qu'on va dire moins puissants parce qu'ils ont moins de paramètres. Souvent, on va évaluer la puissance d'une intelligence artificielle par rapport au nombre de paramètres. Par exemple, GPT-4, qui est la dernière version de ChatGPT, a environ 1000 milliards de paramètres, pendant qu'un outil maison ben, va avoir peut-être plus autour de 7 milliards de paramètres. Mais il ne faut pas voir ça comme des chevaux puis un moteur en tant que tel. C'est aussi la manière que ça a été bâti. On va quand même pouvoir avoir des outils très puissants qui vont pouvoir rouler sur notre ordinateur parce que des outils comme ChatGPT-4, ben, il faut une puissance de calcul qui est gigantesque. Aucun ordinateur qu'on utilise dans nos bureaux pourrait faire rouler tout ça. Donc, je vous invite à vous renseigner, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, sur l'AMA, d'installer ce type d'outil-là sur votre ordinateur, ce qui va vous assurer que la donnée que vous allez mettre à l'intérieur de celle-ci ne va pas se retrouver sur le web. Donc, vous allez répondre à la réglementation, par exemple, à la loi 25. Puis, il y a une question qui a été soulevée, puis qui est vraiment intéressante, qui vient de Lauriane. Elle dit, l'intelligence artificielle, bien qu'on pense qu'il n'y a pas de biais, il peut y en avoir, hein. Il y avait Mhm. un exemple concret où on demandait des images de docteurs et les images qui étaient générées par l'intelligence artificielle étaient des images d'hommes blancs nord-américains. Un bon point. Et ça, Alexis, ça me fait penser dans ton utilisation quotidienne. Un élément qui est important également, c'est de donner des paramètres hein, pour interpréter ce qu'on demande à Absolument. l'intelligence artificielle. Mhm. Donc, il faut lui donner des barèmes, un guideline. Donc, Mhm. en lien avec ce qu'on demande, ben, justement de lui demander que ce soit si par exemple on rédige un courriel, ben, de fournir tel ton, telle durée de message et ainsi de suite. Donc, il faut quand même s'assurer de donner des barèmes. Et oui, évidemment, ce n'est pas parfait, c'est en évolution. L'intelligence Absolument. artificielle, par contre, ça Puis, évolue c'est très sûr vite. que l'intelligence artificielle est basée sur une masse de données, puis cette masse de données-là, ben, elle vient de l'humain qui a des billets, quand même. Mais souvent, on va avoir des fois un peu moins de billets qu'un humain directement. Puis, ce que tu as si bien mentionné, Stéphane, c'est par exemple, on appelle ça un prompt. Donc, de vraiment être capable de dire à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on s'entend de lui, et vraiment lui mettre une bonne mise en situation avant de lui demander de porter une action. Puis c'est pas simplement lui dire fais-moi ça, mais vraiment de le mettre en contexte, comme ça on va arriver à un résultat qui est souvent beaucoup plus Tu as optimal. mentionné l'AMA tout à l'heure. C'est quoi Oui. l'acronyme exactement de cette intelligence-là? Ah, je pourrais vous le donner. Ça s'écrit vraiment Lama, Lama, si je me rappelle bien. Parfait. Sinon, marquez Meta, Lama, vous allez voir, il va ressortir tout de suite sur Internet. Des fois, ça peut être un peu difficile à installer, vu que c'est un outil open source. Donc, si vous avez un département TI ou quoi que ce soit, ça se peut qu'ils peuvent vous donner un petit coup de main parce que c'est pas aussi simple à installer qu'une application classique qu'on retrouverait sur le web, mais vous allez voir, ça se fait quand même plutôt bien. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous montrer, Alexis? Est-ce que ça faisait Oui. partie de ton plan de match? Oui. Oui, on pourrait, simplement le partage d'écran n'est pas accessible de mon côté pour l'instant, Stéphane, malheureusement. Ah, OK. Est-ce que tu veux me demander la permission? Je vais m'essayer, ce sera pas bien long. En Je attendant, n'ai pas. je trouverais intéressant de donner aussi pour l'audience, on parle beaucoup de tri de CV avec l'intelligence artificielle, mais tu sais, de façon personnelle, moi, je peux déjà inspirer les gens de dire, des fois, c'est dans la refonte de description de poste, dans la production d'une V1, d'un affichage de poste, ça peut être une formation que vous aimeriez donner à l'interne, puis que, bon, évidemment, à un moment donné, on peut manquer de créativité ou d'inspiration. Alors, ChatGPT peut nous référer à des normes, à des politiques diverses. Alors, ça aussi, parce que des fois, les gens ils disent, ben moi, je reçois presque pas de CV, on est en rareté de main-d'œuvre. Comment je peux l'utiliser autre? Donc, sachez qu'à peu près tous les volets en RH, je vous dirais qu'on a un bon usage à faire de ChatGPT. Évidemment, si pour celles qui sont issus à l'ordre professionnel avec éthique, évidemment, il faut toujours repasser sur les notions de ChatGPT pour apporter évidemment notre expertise pour le produit final. Absolument. Puis je vais vous montrer un exemple, mais bien souvent, ce qui est bien, mettons, avec présentement avec un outil comme ChatGPT 4, c'est qu'on peut inclure de la documentation. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette intelligence artificielle-là est entraînée sur une base de données qui date du passé. Par exemple, celle-ci, je pense, c'est début 2023. Donc, la question que je vais poser, soit elle va être peut-être un peu erronée, vu qu'elle ne va pas prendre en compte la dernière mise à jour. Mais par exemple, moi, je pourrais demander à celle-ci de me citer les principales obligations de l'employeur en matière de prévention du harcèlement psychologique au travail, tel qu'énoncé dans le Code du travail du Québec. On le sait, c'est quelque chose qui est en évolution. Donc, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de le télécharger en PDF puis de le déposer en premier lieu dans ChatGPT pour qu'il vous donne l'information basée sur la version actuelle. On va y aller avec vraiment ce qu'il y a présentement sur le web. On peut voir qu'il va me donner quand même de l'information intéressante.
mais il ne faut pas non plus prendre ça pour du cash. Donc, ça va être important par la suite d'aller revalider l'information. C'est pourquoi que souvent, on va venir le challenger un petit peu, puis on va lui demander, par exemple, c'est où qu'a pris cette information-là, par exemple, dans le Code du travail. Comme ici, on peut voir qu'il me parle de politique de prévention, de mesures préventives. Je vais le laisser terminer en tant que tel, puis par la suite, je vais pouvoir lui demander où il a pris cette information-là, comme je l'ai dit, pour aller valider de mon côté. On a un commentaire là, de Caroline qui mentionne que copilote pour la suite Office 365 fait également du très bon travail au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, merci pour la recommandation. Super. Puis on peut voir qu'il est en train de me donner les endroits où il s'est référé directement dans le code du travail. Donc, c'est juste un exemple typique pour le 30 qui ne l'ont pas encore utilisé. Je vous invite vraiment à aller vous amuser, que ce soit personnellement, que ce soit pour le travail. Je vous dis, vous allez toujours être impressionné des possibilités. Moi, j'avais pris du temps avec ma famille quand c'était sorti, puis on s'amusait à construire des histoires pour la petite fille à ma blonde, puis c'était vraiment incroyable ce qu'il arrivait à bâtir avec même juste le nom de nos animaux de compagnie. Donc, je ne vais pas trop m'éloigner du sujet, mais amusez-vous, utilisez-le, puis regardez les capacités de celui-ci. Génial, super. Donc, je vais ensuite vous repartager mon écran. Et on va parler maintenant d'une autre tendance importante qui est la santé et le mieux-être au travail. Puis, tu sais, on dit une tendance, ça a toujours été. Maintenant, on a vu entre autres avec la pandémie que autant la santé physique que mentale a été mis à rude épreuve. Ben justement, Pamela, dis-moi, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés présentement les organisations? Euh, Puis on pourrait prendre cet axe-là de santé mentale, justement. Oui, ben, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, on a eu la modernisation hein, du régime de la santé et de la sécurité au travail qui a été entérinée le 6 octobre, oui, 2021, qui nous amène à finalement réfléchir ou à du moins avoir une action hein, de prévention qui est totalement différente de ce qu'il y avait 40 ans, parce que ça faisait une quarantaine d'années tout de même que ces lois-là n'avaient pas été bonifiées ou actualisées. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'on parle de santé globale. Hein. Donc, on a le lieu de travail qui va être l'environnement de travail psychosocial. Il va y avoir l'environnement physique, évidemment, quand on prend la mesure de la poussière, de la lumière, du bruit. Ensuite, on va avoir toute la notion de vie personnelle qui entre en ligne de compte au niveau de la santé globale. Donc, la famille, l'environnement socio-culturel, les finances et l'environnement physique aussi. Donc, le toit qu'on a sur la tête, là, appartement, maison, condo, quoi que ce soit. Et on a l'humain au centre de tout ça, donc il y a la spiritualité, le mental et le physique. Donc, quand vous entendez parfois la santé globale et comment on peut mieux mesurer les risques aujourd'hui, qui est maintenant encore plus que jamais une responsabilité de l'employeur, bien c'est de ça. Je trouvais que le pictogramme parlait vraiment d'un beau visuel, puis c'était facile à absorber comme notion. Quand on va avec quelques statistiques, Stéphane, tu l'as bien dit, on a eu la pandémie, je pense qu'on n'apprend rien à personne ce midi. On a eu des soubresauts, évidemment, de ça. On s'en tire bien tout de même, mais on sait qu'il y a encore des effets assez majeurs là, sur l'individu. Notamment, on dénote encore qu'une personne sur deux va éprouver certains signaux de stress. On est à peut-être à un employé ou un individu sur cinq qui va souffrir de problématiques de santé mentale. On sait également que 40 environ des absences maladies sont aujourd'hui en raison de difficultés de santé mentale. Donc, on est tout près de la moitié de nos absences maladies qui sont en lien avec ça. Le fait qu'on ait maintenant une nouvelle politique en ce sens-là, des nouvelles réglementations, nous permet de prendre un petit peu plus en compte les risques psychosociologiques. Donc, tout ce qui va être la dépression, le burn-out, même la violence conjugale, tout ce qui est pression, débordement au niveau du travail aussi, va être un petit peu plus balisé et on va devoir considérer tout ça tout comme un entorse lombaire et un problème musculo-squelettique. On sait également que bon, le fait qu'on a des gens qui éprouvent un petit peu plus de stress ou d'anxiété, évidemment, vont peut-être être amenés à être dans des situations un petit peu plus complexes, un petit peu plus conflictuelles. Donc, dans les statistiques aussi, à l'ordre professionnel là, qui datent de récemment, là, en décembre, on dénote qu'il y a 96 800 victimes réelles. Donc, ça veut dire que c'est des dossiers qui ont été déposés et acceptés. Donc, évidemment qu'il y en a plus de dossiers qui ont été déposés. Donc, c'est pas rien, c'est un chiffre qui parle. On a des gens qui ont, oui, de détresse, mais que ça peut faire éclater toutes sortes de situations
dans nos milieux de travail. Donc, oui, une tendance qui nécessite pour l'employeur et même pour les comités internes d'employés ou les équipes de travail d'avoir une notion beaucoup plus importante de la prévention et non seulement pour la santé physique, mais aujourd'hui aussi pour la santé psychologique. Concrètement, avant qu'on passe à l'autre tendance, parce que je veux que ce soit assez pratique là, ce midi, on peut penser à toutes sortes d'initiatives qui vont être, oui, d'avoir un comité, surtout si on voit que la nouvelle loi, on a des barèmes là, pour avoir un comité, évidemment. On va avoir également tout ce qui va être communication, culture d'entreprise ouverte à ce niveau-là, qu'il y a des espaces sécuritaires pour pouvoir parler de ces enjeux-là. D'avoir un PAE, Programme d'aide aux employés aux gestionnaires. Évidemment, j'interviens avec UNI ce midi notamment, mais évidemment qu'il y a toute autre solution existante aussi. On peut penser aussi à des comptes santé qui nous permet, comme employeur, d'octroyer des montants, des sommes pour que nos équipes, nos employés puissent bénéficier de toutes sortes d'avantages, que ce soit des espadrilles pour la course, que des soins dentaires, par exemple, ou encore une passe pour aller au cinéma. Donc, compte santé qui a aussi beaucoup le vent dans les voiles et au Québec, il y a quand même des solutions très innovantes également à ce niveau-là. On va penser aussi former vos gens, développer les compétences. Les gestionnaires de premier niveau, il ne faut pas les oublier. C'est eux qui sont en première ligne, qui doivent intervenir auprès des équipes quand il y a des petites choses qui éclatent, de mieux identifier, savoir identifier les signaux avant-coureurs aussi, va vous permettre d'avoir un milieu de vie beaucoup plus harmonieux et d'éviter des fois l'inévitable. Évidemment, les charges de travail, la flexibilité aussi que vous offrez dans vos espaces de travail ou dans vos modes de travail vont aussi être des façons là, très concrètes de pouvoir être un bon employeur qui a une prévention qui est assez optimale. Oui, c'est intéressant, puis merci pour le partage d'exemples concrets. Ça me faisait penser aussi, compte tenu du mode de travail hybride, il y a beaucoup d'isolement. C'est important d'avoir un outil de communication interne pour souligner les bons coups, par exemple, pour Mhm. rester en communication avec ses collègues. Donc, essayer d'éliminer un maximum de friction au niveau de cette communication-là. De sonder également, hein, j'imagine, les employés, que ce soit de façon anonyme ou non sporadiquement. Ça coûte pas cher d'envoyer un petit sondage puis d'essayer de voir comment les choses se passent. Puis, puis là, j'y vais peut-être dans un exemple extrême, mais chez Fox, entre autres, on a adopté un formulaire anonyme de dénonciation. Si jamais on est témoin de quelque chose qui est un petit peu en marge, ben, ça peut être une belle avenue aussi. Par exemple, se fier sur un collègue pour détecter quelque chose puis le souligner à son employeur qui peut à ce moment-là prendre action. Donc, est-ce que je fais fausse route avec ça, Pamela, toi qui es experte en la matière? Mais en fait, le mieux possible, c'est d'avoir des dispositions mises en place. Donc, effectivement, d'avoir des formulaires pour mettre au fait ou dénoncer des actions. Ça peut être également un bon vieux sondage climat de travail une fois par année, de prendre le pouls, de prendre le besoin de nos gens, de mesurer le niveau de bonheur. C'est pas un luxe là, d'avoir vraiment un portrait réel de comment vont nos gens. Puis en même temps, bien, ça nous permet de prendre des meilleures décisions parce que parfois, on va avoir des planifications stratégiques, on va avoir des budgets à allouer. Alors, ben, je pense que c'est encore mieux de cibler, d'investir en temps, en argent, en ressources sur les bonnes choses, sur des actions qui vont avoir un impact là, vraiment assez significatif puis de façon immédiate. Donc, oui, Stéphane, aucunement, tu ne fais pas fausse route, c'est vraiment des exemples qui sont assez concrets. Puis il y a toutes sortes, encore là, on parlait d'intelligence artificielle, mais tous les outils numériques aujourd'hui qui sont à disposition nous permettent de systématiser ces éléments-là de prévention, de validation des besoins de nos gens. Donc, il ne faut pas voir ça comme une lourdeur administrative, mais plutôt un support là, qui peut être fait au niveau numérique, mais qui vous amène une lecture beaucoup plus juste là, des besoins. Puis évidemment, ben, l'humain, on le sait, on peut avoir un besoin une journée, 6 mois plus tard, le besoin a changé, fait qu'on ne peut pas le faire une fois ou 5 ans. Il faut quand même être assez vigilant au niveau de la fréquence pour être en mesure là, de bien voir l'évolution des besoins de nos gens. Oui, c'est intéressant. Puis, tu sais, au niveau de tes statistiques, on avait le commentaire d'ailleurs. C'est certain qu'avril à décembre 2020, c'est une période assez clé là, au cœur du début de la pandémie. Donc, ça a certainement eu une incidence sur les statistiques qu'on voit là, mais n'empêche, de façon macro, on le voit, la santé mentale est
est d'une grande importance finalement, puis il faut faire attention. Donc, Ouais, j'ai demeuré avec cette statistique-là parce qu'il y a une légère amélioration, mais ce n'est pas si significatif que ça. mhm. Quand on parle uniquement de stress et non pas de grande détresse, on constate qu'elle est encore fort présente. C'est fort présent là, dans les milieux de travail, le stress. Bon, évidemment, pas juste par rapport à la pandémie, mais la rareté de main-d'œuvre, l'arrivée de toutes sortes de technologies amène quand même une pression. Là. L'environnement externe arrive avec une pression au niveau des employés, le contexte précaire au niveau des finances aussi. Donc, il y a quand même, post-pandémie, d'autres contextes externes qui nous amènent à avoir une proportion là, équivalente à peu près là, à une personne sur deux, une personne sur trois. Similaire, parfait. Allons-y dans un sujet un peu plus léger, mais tout de même d'une importance capitale, la diversité et inclusion. EDI, finalement. On entend beaucoup cet acronyme-là, EDI. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie, puis comment on peut justement adopter des bonnes politiques, des bons processus de diversité et inclusion au sein de nos organisations? Oui, tout à fait. Donc, une image vaut mille mots. Là, je vous ai mis une slide là, qui je pense, démontre bien ce à quoi on s'attend là, en EDI, donc l'équité, la diversité, l'inclusion. Donc, c'est certain que c'est d'offrir un milieu de travail hein, qui est sans égard à la différence, donc qui traite les gens, peu importe la différence qu'ils peuvent y avoir, et d'avoir justement à l'intérieur de l'organisation des dispositions qui vont aider à faciliter la gestion au quotidien. Si on va dans l'autre fiche, on voit justement qu'il y a de la diversité des groupes cibles hein, au Québec qui sont réputés là, et connus sous l'angle de la loi, là, par exemple, donc au niveau du genre, donc de la femme, autochtone, minorité ethnique, personnes handicapées, minorité visible. Quand on parle de la diversité vraiment au sens large, là, on ne les lira pas tous, mais quand même, on voit qu'il y a une bonne douzaine d'éléments ici qui sont à tenir en compte aujourd'hui dans nos milieux de travail, puis que ce soit uniquement les générations, hein, qui est souvent, on voit beaucoup de conférences, de formations, de lectures passées sur comment on gère les générations sous le même toit. Et sans exagérer, là, parfois, chez certains clients, je vois qu'il y a 5 générations sous le même toit. Alors, clairement que les besoins, la valeur travail hein, ne se situe pas à la même endroit. La façon dont on veut s'impliquer dans une organisation n'est pas toujours non plus de la même façon. Alors, évidemment que quand on parle de diversité, c'est pas seulement de dire, ben moi, j'ai par exemple 3 groupes de cibles dans mon entreprise, j'ai 15 femmes, j'ai 3 autochtones, donc on n'est pas là. Donc, la diversité, évidemment, c'est d'avoir une ouverture, hein, puis d'être sensible à embaucher, peu importe la différence pour un poste. Mais au-delà de ça, ce qu'on veut, c'est d'être inclusif. Puis d'être inclusif, c'est d'avoir des politiques à l'intérieur, des façons de faire, de gérer. C'est également toute la notion où on a à impliquer la complémentarité de tout ce beau monde-là et d'en faire une richesse interne, une richesse collective et d'amener l'organisation à un autre niveau. Dans les statistiques, on dit même que 30 des entreprises qui intègrent le principe d'inclusion génèrent des revenus par employé jusqu'à 30 supérieurs et sont plus rentables que leurs concurrents. Donc, plus on est inclusif, et c'est juste pas beau sur un papier, mais c'est aussi vécu au quotidien, c'est comme si on pourrait dire que du début jusqu'à la fin, que ce soit dans l'accueil, dans l'intégration, dans nos affichages de postes, dans toute la façon dont on va avoir une écriture inclusive aussi dans nos politiques internes, mais aussi dans la façon dont on va impliquer les gens dans les comités divers, dans les décisions, dans des projets spéciaux, auprès de la clientèle aussi, va faire une réelle différence sur la qualité aussi de l'harmonie interne, mais aussi sur les produits, les services et évidemment la productivité de l'organisation. Donc, c'est Concrètement, j'aime bien ça, ramener ça oui. pratico. Oui, Stéphane, désolé. Ben non, absolument. J'allais dire, avec ce que tu nous dis là, puis avec les statistiques à l'appui, je pense que c'est clair, net, précis qu'il y a des gains immenses à avoir des politiques inclusives. Oui, je suis curieux de t'entendre sur tes exemples concrets, évidemment. Ben oui, parfait, parce que évidemment, parfois quand on est en intervention chez des clients, on nous nomme oui, oui, tu sais, Pamela ou peu importe qui sont mes collègues stratèges, on est vraiment, on respecte le DI, puis finalement, on se rend compte que oui, sur papier, puis quand
on regarde la liste d'employés, on comprend bien hein, qu'on a compris qu'on a une ouverture envers la diversité. Mais quand on commence un petit peu à éplucher hein, sur le terrain, à faire des observations, c'est là où on voit que c'est l'inclusion hein, qui prend vraiment tout son sens et qu'on doit mettre des choses en application beaucoup plus concrètes. Oui, ça prend du temps, mais je pense que 2024, on est rendu là. C'est d'ailleurs pourquoi on l'a retenu là, comme grande tendance. Donc, si on passe à l'autre image, là, Stéphane, s'il vous plaît, j'ai mis une petite liste là, comme aide-mémoire, mais on va parler de tout ce qui est processus d'embauche, autant la tenue des entrevues, les affichages de postes, la description des postes aussi. On doit vraiment tenir en compte là, tous ces aspects-là. Comment on fait rayonner, comment on s'adresse aussi hein, quand on fait rayonner les postes, quand on pratique l'accueil, l'intégration, on le fait de quelle façon? Est-ce que nos gens sont formés aussi pour bien accueillir et intégrer? Parce que c'est beau des fois d'être un beau projet à la cime là, de l'organisation, d'avoir une belle vision à cet égard-là. Mais quand la magie s'estompe au quotidien, c'est là où finalement on se rend compte qu'on est dans le non-respect là, de l'EDI, puis qu'il peut y avoir toutes sortes de conflits ou de situations qui sont des irritants sur du long terme. On a J'ai- également la notion de plan de formation. Oui. Ben oui, vas-y, termine, absolument. La notion de plateformation, tout ce qui va être la socialisation, la façon dont on communique également dans l'entreprise, la valorisation, la reconnaissance, la promotion, les plans de carrière aussi, donc l'accessibilité à une carrière, à des postes supplémentaires, à une variété de rôles, de responsabilités, d'imputabilité va faire partie des bonnes pratiques. Puis il y a des guides hein, qui existent là, d'ailleurs au fédéral, un guide qui est vraiment magnifique, qui nous donne des trucs et astuces de long en large là, pour de l'écriture inclusive. Là. Évidemment, d'avoir un culture book. Donc ici, on parle oui, ça peut être un manuel de l'employé, mais de l'amener vivant, que chaque personne peut y contribuer. On peut l'avoir de façon numérique aussi. Donc, une super de belle tendance à ce niveau-là également. Ce que j'allais dire, c'est j'ai vraiment l'impression, ceci dit, que c'est facile de faire un faux pas au niveau EDI. Puis il y avait une question intéressante. Je t'en pose une croustillante, Pamela. Euh, Quelle est notre opinion sur des stratégies qu'utilisent certaines entreprises qui organisent publiquement, par exemple, des portes ouvertes aux talents noirs? Ça me semble un objectif d'inclusivité, mais une activité exclusive, non? Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, c'est sûr que dans ce genre de situation-là, on veut démontrer une inclusivité, mais finalement, on encarcane hein, uniquement une cible. Donc, c'est sûr que oui, ça peut être un couteau à deux tranchants, j'en conviens. Donc, évidemment, il ne faut pas être maladroit dans ces initiatives de ce type-là. Mais bon, évidemment qu'il va y avoir, on pourrait même parler il y a des journées mondiales pour à peu près tout. Là. Donc, ça aussi, je me suis déjà fait poser la question, qu'en est-il de tous ces journées-là? Journée des Autochtones, on a vraiment aussi à se re-questionner, je pense, sur la refonte de bien des politiques et des façons de faire, là, évidemment. Mais je pense que pour répondre un petit peu plus précisément à la question, je pense qu'il faut penser à une vision plus globale. Je pense que pour éviter parfois des maladresses ou de l'improvisation, hein, je vais dire comme ça, évidemment, faut être formé, il faut développer certaines compétences, mais aussi il faut voir de façon beaucoup plus, il faut prendre de l'altitude hein, pour planifier stratégiquement, orienter, transformer notre organisation, notre culture stratégiquement sous l'angle de l'EDI, sous l'angle de bien des petites choses, mais de prendre de l'altitude va nous permettre un petit peu plus de bien séquencer nos actions et justement d'éviter les faux pas. Oui, puis il existe aujourd'hui un éventail d'exemples concrets puis de meilleures pratiques à adopter. Donc, on peut aussi, plutôt que réinventer la roue, des fois, s'inspirer de ce qui a déjà été fait ailleurs puis qui a été bien documenté. Donc, ça Ah oui, évite. parce qu'il y a des entreprises québécoises là, qui font des superbes, de belles choses, effectivement, puis qui sont à la vue de tous, donc très faciles là, de retracer. Ça diminue les risques, effectivement. Allons-y maintenant avec un autre des expertises et des passions d'Alexis, les technologies RH. Et je vous lance un dernier petit quiz avant qu'on s'en aille avec Alexis. Curieux de vous entendre. Donc, on va déclencher. Ah bien, c'est étrange. Là, j'ai une petite difficulté technique. Fait qu'on va, on va ah, OK, je comprends maintenant ce qui est arrivé. Bon, et c'est parti. Prévoyez-vous implanter une ou des nouvelles technologies RH en 2024? Donc, prévoyez-vous implanter une ou des nouvelles technologies RH en 2024? Donc, on voit les réponses là, qui s'accumulent très rapidement. Donc, on a
pratiquement 2 personnes sur 3 qui prévoient Wow, implanter des nouvelles technologies RH en 2024. C'est quand même considérable. très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ton sujet, Alexis, Oui. va être très pertinent. Je vais laisser encore quelques secondes et ensuite, je vais vous partager les résultats. Donc, parfait. Donc, effectivement, 2 personnes sur 3. Donc, Alexis, technologie RH, c'est large, hein? Il y en a, on va dire en bon français, une puis un autre, hein, des technologies RH. Exact. Donc, comment qu'on s'y retrouve dans tout ça? Bien, c'est sûr qu'il faut partir de l'infrastructure technologique de base avant d'aller vraiment dans la technologie RH pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'il faut saisir, c'est que souvent, la technologie RH, c'est au cœur de notre écosystème numérique parce qu'on a deux grands volets. Souvent, le volet recrutement qui va se connecter à nos sites d'emploi comme Jobilico, Indeed, notre page carrière ou des sites plus spécialisés. Je pense à des Arta, des greniers aux nouvelles pour certains sites d'emploi. Puis, ces candidats-là, on va pouvoir faire avec eux nos processus d'embauche, faire notre sélection finale, puis les transférer par la suite dans le volet SIRH pour Système intégré en ressources humaines qui va venir nourrir nos autres logiciels en place qui ne touchent pas nécessairement au RH. Donc, souvent, les systèmes RH sont maîtres de cette information-là, maîtres des dossiers d'employés. C'est eux qui vont aller nourrir les autres systèmes. C'est sûr que quand on parle de technologie RH, si tu peux changer de slide, Stéphane, Oui. souvent, on va se demander, est-ce qu'on va plus vers un système généraliste comme un SIRH qui a énormément de modules, qui fait beaucoup de choses, ou on va aller chercher quelques solutions spécialisées? Ni l'un ni l'autre. Je vous dirais que la plupart du temps, ça va être la combinaison des deux. D'avoir un système SIRH généraliste qui va peut-être pouvoir correspondre à 70-80 de nos besoins, puis d'aller trouver quelques autres solutions spécialisées qui vont correspondre parfaitement à notre industrie. On en a parlé précédemment, mais par exemple, les LMS. Dans le domaine de la restauration, on a des cuisiniers, on a des gens barman qui font des cocktails. On veut s'assurer qu'ils fassent bien la recette puis qu'on livre toujours la marchandise aux clients avec la même qualité en tant que telle. Donc, dans ce type d'industrie-là, ça peut être intéressant de venir jumeler un autre système plus spécialisé tel que le LMS, mais aussi, par exemple, dans une organisation où on a des postes très stratégiques, ou qui demandent beaucoup d'expérience, qui sont durs à combler, on va peut-être vouloir mettre en place une plateforme de sondage de mobilisation parce que ça nous coûte cher perdre un employé, plusieurs dizaines de milliers de dollars, donc le retour sur investissement va être direct. Donc, je vous dirais que c'est important de réfléchir à quels sont vos besoins spécifiques liés à votre industrie, où vous avez besoin de solutions plus spécialisées qui vont aller plus dans les détails. Je pourrais même donner un autre exemple, par exemple, dans le domaine de la construction, des fois, on va avoir un système qui est spécialisé vraiment seulement pour les accidents de travail, malgré que la plupart des logiciels SIRH généralistes vont avoir ce volet-là, mais bien souvent moins développé, donc le besoin est plus élevé. On va aller chercher ça en termes de solutions complémentaires. Mais pour les solutions RH, je vous dirais qu'il y a trois grandes catégories. Si on peut passer slide, on va avoir les solutions au niveau des acquisitions de talent. Donc, c'est des applications qui vont vous aider à mieux identifier, attirer des employés puis réduire la friction pendant le processus d'embauche. Alors, on parlait tantôt des babillards d'emploi, des sites d'emploi. On a parlé aussi du système de gestion de candidature. On a aussi le sourcing. Puis, on a aussi, par exemple, la gestion de talent. Donc, c'est des applications qui vont aider à développer, à motiver et à retenir les employés. On a parlé des LMS. On a parlé aussi des sondages de mobilisation, mais il y a aussi des outils de récompense et de reconnaissance des employés. On en a même glissé un mot un peu plus tôt lors des dernières slides, mais d'avoir des outils qui permettent aux employés de donner des bons coups à d'autres employés qui vont leur permettre de cumuler des points, puis avec ces points-là, d'aller chercher des cadeaux ou des avantages, ben, ça peut être vraiment motivant, puis amener une super belle cohésion dans l'organisation, puis que tout le monde soit heureux, puis reçoive de temps en temps un petit bon coup qui vient recharger leur batterie. Sinon, bien sûr, on va avoir les outils de la gestion du capital humain qui sont des outils un petit peu plus généralistes, là, des systèmes de paye qui vont faire beaucoup de choses au niveau de la paye, des systèmes SIRH très généralistes. On va avoir aussi des outils pour la gestion de la rémunération, la gestion des avantages sociaux, puis bien sûr le bien-être des employés. Donc, souvent, la grande question quand on veut mettre en place des logiciels comme ceux-ci, c'est comment faire passer cette dépense-là. En fait, il ne faut pas le voir comme une dépense, mais il faut le voir comme un investissement. Puis là, je vois que 2 tiers des gens qui sont présents aujourd'hui qui veulent amener une nouvelle technologie RH. J'espère que vous avez un bon plan de match pour la direction pour pouvoir présenter votre retour sur l'investissement de ce type de solution-là. Donc, c'est important d'être capable de mesurer combien de temps vous allez sauver, quel est votre salaire horaire, de pouvoir le multiplier par rapport au nombre de temps sauvé pour pouvoir démontrer que voici le retour sur investissement. Mais bien souvent, ce qu'on oublie aussi, c'est l'impact des solutions RH sur le taux de rétention dans les organisations. Parce que en tant que spécialiste RH,
moins de temps que je vais passer à faire de la multiple TCD, à faire des tâches sans valeur ajoutée, plus je vais pouvoir être près des employés, plus je vais pouvoir mettre des plans stratégiques en place, plus je vais avoir d'impact. Donc, on va réduire par le fait même le taux de roulement, qui va avoir un énorme impact monétaire. Oui, c'est intéressant. Puis ça me fait penser aussi, évidemment, quand il est question de convaincre un directeur financier, le fait des fois de retarder une embauche, parce qu'on sait, là, les responsables RH ont de multiples chapeaux, travaillent très fort, ont souvent des ratios très élevés d'employés par professionnel RH. Donc, ces outils-là viennent alléger leur quotidien, réduire leur stress, mais peuvent permettre d'éviter d'engager une autre ressource dans les 6 prochains mois. Donc, ça, c'est des économies Absolument. tangibles pour un directeur financier. Ce que je comprends, Alexis, des grandes lignes de ta présentation, c'est que c'est peut-être utopique de penser qu'il existe une solution qui permet de tout faire au niveau RH, donc acquisition de talent, gestion de talent, gestion du capital humain. Donc, il y a peut-être lieu dans certains cas de justement adopter plusieurs petites solutions, évidemment de voir à essayer de les intégrer, hein. C'est ce que Mhm. je comprends. Oui, puis ça va être important aussi quand on va arriver pour faire la sélection de nos solutions RH, d'être capable de définir notre liste de besoins, puis d'être aussi Mm. capable de définir qu'est-ce qui est des principes fondateurs, donc qu'est-ce qu'on a absolument besoin, qu'on peut vraiment pas se passer, qu'est-ce qui est critique, donc on a presque absolument besoin, qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui est utile, puis d'être capable de définir un niveau de pointage. Comme ça, on va pouvoir comparer les différentes solutions pour s'assurer qu'on n'y va pas juste sur notre intuition, puis qu'on va prendre une mauvaise décision, mais qu'on puisse vraiment les comparer sur un pointage qui va être défini qu'on va s'assurer de prendre la bonne décision. Puis c'est souvent quelque chose, pour être honnête, qui est oublié. Souvent, les gens, ils vont sur le coup de l'émotion, adorent la solution, ça semble bien beau, puis ils tombent dans l'implantation, puis ils se rendent compte qu'au final, il y a des choses qui sont manquantes. Mais s'ils auraient eu pris le temps de se partir une vraie checklist, de bien définir leurs besoins, de bien analyser, de faire des pointages, mais ils ne seraient pas arrivés dans ces enjeux-là, de devoir retourner à la recherche d'une nouvelle solution, puis d'avoir perdu leur temps dans une implantation qu'ils auraient dû éviter. Et parmi la liste des critères, ben, de ne pas oublier évidemment la sécurité parce que qui dit information RH, dit souvent d'informations sensibles. La mode aujourd'hui est évidemment aux solutions hébergées dans le nuage, hein, du software Mhm. as a service. Donc, ces renseignements-là se retrouvent sur des serveurs d'Amazon Web Services et autres. Comment justement on peut s'y retrouver ou s'assurer d'avoir une espèce de gage de sécurité, Alexis? Quel serait un Une bon très bonne critère de question. sécurité? C'est une très bonne question, puis ça veut vous faire sauver du temps. Les spécialistes RH qui sont présents aujourd'hui, que des fois on fait de la recherche, on trouve une bonne solution, on arrive pour présenter le projet, ça va passer par le département TI, puis finalement, ben, les TI nous disent ben, ils ne correspondent pas à nos standards de sécurité, donc vous avez perdu votre temps. Fait que je pense que c'est important en tant que spécialiste d'être capable de savoir quelles sont les normes, par exemple, de sécurité sur le marché. On a des normes, par exemple, comme SOC 2, ISO 27001, qui vont démontrer que le fournisseur il est audité par des firmes expertes qui viennent valider qu'ils correspondent bien aux plus hauts standards en termes de sécurité de l'information. Je vous dirais aussi de vous assurer que la base de données est encryptée. On parle de technologie RH, donc on parle de numéros d'assurance sociale, de salaire, d'informations personnelles qui vont s'y retrouver, qui ne doivent pas être accessibles. Puis aussi de s'assurer que votre fournisseur fasse ce qu'on appelle des tests d'intrusion de manière récurrente. Donc, qu'ils viennent tester son système avec des fournisseurs externes. Comme ça, on s'assure que tout est parfait. Souvent, là, ce qu'on dit en termes technologiques, c'est que sur le web, il n'y a pas de risque zéro. L'objectif, c'est de se tendre vers ce risque-là zéro. Puis comment on fait? Ben, c'est en ayant des bonnes certifications de sécurité en tant que fournisseur, en se faisant auditer, puis bien sûr en ayant des tests d'intrusion. Donc, assurez-vous de tout ça, vous n'allez pas perdre de temps. Puis vous allez vous assurer de ne pas finir comme une certaine banque qui a eu un enjeu il y a quelques années que je ne mentionnerai pas. Excellent. Je vois que le temps file. On a encore beaucoup de participants. Évidemment, on veut pas vous faire dépasser 13 heures. Donc, moi, ce que je propose, Pamela, c'est qu'on se lance rapidement dans le dernier sujet. Désolé de te mettre cette pression-là. C'était un sujet qui était très intéressant, qui était l'expérience employée. Parle-nous de l'expérience employée en 2024 et des tendances. Ben, en fait, pourquoi on a gardé cette tendance-là pour la fin, c'est que ça vient englober hein, quand même, je pense, l'ensemble de ce qu'on vient de parler, l'EDI. On a parlé de santé au travail, on a parlé de tout ce qui est la notion de développement des compétences. Donc, rien de mieux qu'un bon visuel, un visuel qu'on a développé là, chez nous qui démontre vraiment bien c'est quoi tous les petits moments de vérité d'un employé, en fait, quand il est dans son parcours
en emploi chez un employeur. Et donc, on va passer évidemment de l'attraction, comment on va attirer les bons joueurs, comment on va avoir des bonnes pratiques, évidemment, de recrutement, notre rapidité, notre agilité. Ensuite, on parle davantage d'expérience candidat à ce moment-ci, mais du moment où on arrive en accueil et intégration, d'abord, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un contrat qui a été signé, puis que là, vraiment, on peut le compter là, parmi nous, cet employé-là. Alors, on arrive à toute cette notion-là hein, d'inclusion, d'accueil, de formation à l'interne, de plan de développement. Et on va évidemment là, se rendre là, à droite là, totalement, où on a toute la notion là, de soutien et reconnaissance. Donc, soutien du développement des compétences, soutien de la carrière, soutien également par l'évaluation, par la reconnaissance au niveau des bons coups, mais la reconnaissance des efforts, la reconnaissance de l'implication de l'individu. Donc, certainement que les gens qui sont avec nous ce midi reconnaissent hein, probablement différentes politiques que déjà vous avez à l'interne, différentes notions aussi avec des outils, des façons de faire, des méthodologies qui sont d'année en année peut-être à revisiter parce qu'évidemment, il peut y avoir une année, par exemple, où on a hyper travaillé sur l'accueil, l'intégration. On a pu même automatiser tout ça avec un système comme Fox, par exemple. On peut déclencher des accueils, les parties prenantes sont avisées, les gens ont leur invitation dans l'agenda, ils savent à quand là, ils doivent s'impliquer dans l'accueil de nouvelles personnes dans l'équipe. Après, ben, tout ça, vous voyez, dans les pointillés, on remarque que rémunération globale. Rémunération globale, oui, ça va s'inscrire dans un contrat de travail, évidemment, dans une première négociation d'emploi, mais ensuite, rémunération globale, c'est plus que le taux horaire. On va parler de toutes les initiatives de conditions de travail, que ce soit la flexibilité des horaires, que ce soit la possibilité de faire du télétravail ou du travail hybride, que l'on parle d'avantages sociaux, que l'on parle, comme tout à l'heure, les PAE, les comptes santé. Tout ça va faire partie de la rémunération globale et va venir englober l'ensemble du processus, tant au niveau du recrutement sur est-ce qu'on est benchmark dans nos salaires, tant au niveau des budgets de formation par employé qu'on va allouer ou encore des primes au niveau de l'évaluation des primes de performance. Donc, pour moi, la rémunération vient englober l'ensemble des points de contact avec nos gens à l'interne. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas passer sous le silence le fait que la flexibilité, c'est un mot qui est un petit peu sous tous les angles, sur toutes les bouches là, par rapport à la gestion de la main-d'œuvre. Tout comme le travail hybride, hein, ce n'est pas des avantages qui sont maintenant souhaitables, mais bien presque des prérequis. On ne se fait plus questionner en entrevue sur ça. C'est comme, c'est quoi la politique à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, ça l'oblige hein, les employeurs à mettre des choses rapidement en place surtout hein, les employeurs qui n'ont pas nécessairement l'option d'offrir du télétravail ou du travail hybride pour toutes sortes de raisons, service à la clientèle, les usines manufacturières ou de transformation alimentaire, par exemple, pour ne nommer que ceux-ci, n'ont pas nécessairement cette option-là, donc doivent user de d'autres stratégies pour offrir de la flexibilité. Ceci étant dit, on ne fera pas le sondage, mais quand même, je suis certaine que bon nombre d'entre nous aujourd'hui qui sont avec nous ce midi ont accès à du télétravail ou du travail hybride. Et je trouvais important, pour finir un petit peu là, ce webinaire-là, d'aiguiller un peu tout le monde à ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir hein, comme vulnérabilité lorsqu'on a géré les RH à distance. D'abord, on peut rencontrer l'affaiblissement du lien, c'est-à-dire la cohésion n'est pas si facile que ça à gérer à distance, on a moins de contact humain. Donc, c'est sûr que les petits moments significatifs, on les cumule un petit peu moins rapidement. Ensuite, la difficulté de communiquer, on en a quand même parlé avec les technologies tout à l'heure, avec Alexis. On peut multiplier toutes sortes d'outils. Ça ne rend pas plus facile les communications. Des fois, ça les complexifie. Donc, petite vigilance ici. La gestion des conflits également. Parfois, on n'est même pas au fait qu'il y a des conflits qui éclatent dans nos équipes parce que tout simplement qu'on n'est pas dans les mêmes bureaux, qu'on n'est pas dans le même édifice. Alors, on doit avoir des initiatives de prévention au niveau des conflits, puis évidemment de la santé globale, on l'a vu tout à l'heure. Et rapidement, là, je vous en avais mis 6. Donc, rapidement, les 3 autres, les modalités de planification. Donc, comment on fait le suivi des projets? Comment on fait le suivi des feuilles de temps? Donc, évidemment,
plein de solutions qui ont déjà été parlées, que l'on parle de FOS, que l'on parle d'applications de gestion de projet. On doit avoir des modalités pour suivre nos gens, gérer par objectif, parce qu'évidemment, le punch time, parfois, il est un petit peu moins facile à suivre là, quand on est à distance. Puis en même temps, bon, on sait que la nouvelle génération veut gérer par projet, veut être gérée par, non pas par des heures, mais plutôt par Du c'est ça, par rendement. projet, finalement, je l'ai dit. Enceinte, circulation de l'information. Donc, comment on redescend l'information, comment on s'assure de garder une belle clarté puis une belle circulation. Évidemment que ça, oui, je pense qu'il y a c'est des gros freins que je rencontre quand on fait des interventions dans l'organisation. Souvent, c'est un flou qui est trop prédominant, qui amène toutes sortes d'autres enjeux. Donc, des dispositions ultra importantes à réfléchir. Et évidemment, suivi de la motivation, de la mobilisation de nos gens. Évidemment que à travers l'écran, c'est dur de voir si la personne est bien motivée aujourd'hui. Des fois, on va y aller avec le sourire, avec l'habillement ou Hmm. autre, mais généralement, ou la posture même sur la chaise. Mais sinon, comment on peut, par des sondages, climat de travail, comme on l'a dit tout à l'heure, comment valider le niveau de bonheur, le niveau de motivation par des fréquences d'évaluation du personnel ou de l'appréciation de performance, peut-être plus régulièrement que de le faire finalement juste une fois par année, comme traditionnellement on voyait beaucoup. Donc, d'avoir vraiment des micro-rencontres peut favoriser tout ça. Donc, c'est les six points de fragilité là, au niveau du travail hybride que je voulais un petit peu sensibiliser les participants pour ce midi. Donc, c'est tout pour moi. Ben, écoute, merci Pamela, puis on t'a mis de la pression pour condenser ce bon contenu-là très rapidement. Sachez que l'enregistrement va vous être envoyé dans les prochaines heures. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps de réécouter certaines portions si ça vous intéresse. Je vous rappelle, prochain webinaire, jeudi 21 mars, midi à midi 45, la culture au service de la performance, avec un petit angle pour les milléniaux, génération Z. Donc, j'ai copié le lien dans le chat. Je vous invite à aller consulter le tout. Autrement, on peut rester quelques instants, Alexis, Pamela Bien et les sûr. participants qui souhaitent rester pour poser des questions. On va prendre un petit moment là, pour y répondre. Est-ce que ça vous convient, Pamela, Alexis? Moi, ça me Très convient bien. parfaitement. Super. Non, pour ceux et celles qui quittent, bon après-midi. Bon Merci après-midi. d'avoir été présent. Je vois On qu'il y a avait une une question. question. Oui. En fait, bon, la discrimination positive est le penchant pervers de l'EDI, malheureusement. Oui, Comment j'ai vu. Ouais, c'est ça. Comment peut-on l'éviter et où coacher notre organisation? Ben, comme je pense que quand, moi aussi, je l'avais vu tout à l'heure, cette question-là, je pense que quand on omet tout l'aspect d'être beaucoup plus stratégique, de prendre de l'altitude par rapport à l'évaluation des options qu'on a à être plus inclusif, à intégrer davantage la diversité va nous aider, je pense, à moins faire de faux pas, puis à être capable de faire de l'interrelation dans nos différentes décisions. Donc, pour moi, ce serait vraiment cette façon-là, là, première phase, là, de venir là on n'a pas de recul, puis de voir ce qu'on a le goût de faire, puis est-ce qu'on n'a pas des pièges qu'on pourrait éviter. Hmm. OK, super intéressant. Est-ce qu'on a des données sur la semaine de 4 jours ou est-ce que tu aurais quelque chose à partager là-dessus? Oui, ben, la semaine de 4 jours, on le sait là, que post-pandémie, il y a eu une grande, je pense, une grande popularité où est-ce qu'on avait des organisations qui étaient en faveur de. Ben, là, après, il y a toutes sortes de détails qu'il faut regarder. Tu sais, de faire 40 heures en 4 jours, si on pense à notre santé globale de tout à l'heure, bon, il y a certaines écoles de pensée qui disent ben ça amène plus de pression, plus de fatigue, c'est un lot de travail finalement on désire faire en 4 jours. Donc là, on a cette école de pensée-là. Toutefois, je vois des employeurs qui vont finalement tomber sur du 4 jours, mais qui vont, par exemple, quand même payer la cinquième journée, puis qui vont garder assez versatile la présence ou pas pour la cinquième journée qui pourrait être, disons, par exemple, le vendredi. Donc, qu'il y a un incitatif monétaire, il n'y a pas trop de pertes pour l'employé. Donc, je pense que l'idée là-dedans aussi, c'est que, pour me souvenir d'un client qui aurait aimé l'implanter, quand on a fait un sondage organisationnel, à tort, on croyait que les gens allaient adhérer à ce type d'horaire-là. Et non, il y avait d'autres idées derrière la tête, les employés. Donc, on a fait un super de beau comité, puis on a élaboré d'autres types d'horaires. Donc, oui, ça peut être la mode où on peut constater qu'une tendance ou qu'il y a eu une tendance du 4 jours, mais je pense que le mieux, c'est de prendre le pouls de nos gens. Hmm. Super intéressant. Euh,
pour répondre à la question de Zineb tout à l'heure, est-ce que c'est une version payante, la version d'intelligence artificielle que tu montrais de ChatGPT? Oui, tout à fait, hein, Alexis? Ouais, le GPT-4 que j'avais présentement, oui, c'est une version payante. C'est 20 US par mois, donc 30 dollars canadiens si je fais la transition là, vers le dollar canadien. Mais ça vaut quand même la peine. Tu sais, 30 dollars, on va se le dire, oui, c'est un certain montant, mais par rapport au temps que ça peut vous sauver si vous l'utilisez bien. Puis de toute façon, oui, il y a une version gratuite qui est le 3.5 puis qui fait à peu près la même job. Je vous dirais que la grosse différence, c'est qu'avec la version 4 que j'utilisais précédemment, on peut déposer des documents pieds joints. Ça l'aide énormément parce que je l'ai mentionné, souvent, c'est de la donnée qui date de plusieurs années sur laquelle l'intelligence artificielle s'est entraînée. Fait que si on va avoir de l'information sur des sujets d'actualité ou sur des codes du travail ou peu importe, il faut qu'on soit capable d'importer un document actuel pour avoir de la donnée qui fait du sens. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine. On avait une question, merci Alexis. On avait une question de Dominique qui dit, est-ce qu'il y a des pièges ou des conseils à donner pour les employeurs comme pour les candidats quand les CV sont conçus à l'aide de l'intelligence artificielle et analysés à l'aide de l'AI? Ouais. J'avais regardé quelque chose qui était vraiment intéressant il y a quelques jours sur YouTube. C'était quelqu'un qui avait bâti des CV avec l'intelligence artificielle, en tout cas le frame. Puis il l'avait envoyé à des milliers d'employeurs au Québec. Puis il voulait voir en changeant s'il mettait des fautes d'orthographe, s'il moussait un peu trop le CV, ça allait être quoi le retour. Puis les gens ne le remarquaient pas la plupart du temps. Puis les CV qui avaient le plus moussé, donc quand je parle de moussé, c'est vraiment les termes, ils étaient exagérés. Là. Tu sais, mettons, le gars, la personne, elle devait placer des items sur les étagères, puis c'était mis d'une manière qui était incroyable. Ben, c'est la personne qui avait eu le plus de retours. Fait que des fois, ça peut être quand même intéressant d'amener ça à un certain niveau, mais oui, il faut quand même faire attention. Des fois, ça paraît pas nécessairement, mais des fois, ça paraît. Fait que les CV qui sont générés par l'intelligence artificielle de manière qui n'est pas très bien fait, on va le voir tout de suite parce qu'il y a une certaine façon d'écrire, si je peux le dire, qu'on peut le remarquer. Puis sinon, pour l'analyse, non, je vous dirais, c'est de faire un bon prompt, donc de bien définir auprès de votre outil qu'est-ce que vous recherchez, puis d'aller le plus possible dans les détails. Plus que vous allez lui donner de contenu, plus qu'il va être efficace pour vous ressortir les CV que vous avez besoin. Donc, vraiment de faire une très grosse mise en situation de vos besoins, puis de ce que vous recherchez exactement avant de lui demander d'analyser les CV. Super. Donc, sur ce, comme on n'a pas d'autres questions, on va clore la présentation. Merci énormément pour votre temps, votre participation, très apprécié. Merci Alexis, merci Pamela, toujours très Merci. pertinent, puis au plaisir de discuter prochainement avec vous. Au plaisir. Merci. Merci. Bye bye.